Deuxième du genre sous l'ère Hollande, puisque vous le savez peut-être, l'économie circulaire fait partie des thèmes de cette conférence. L'économie circulaire, c'est justement le recyclage, la récupération, la valorisation de nos déchets. Vous allez voir que dans ce domaine-là, la France n'est pas vraiment ce qu'on appelle un bon élève. D'où la question, peut-on imaginer à terme vivre dans un monde sans déchets? Eh bien, c'est le thème de ce 231e numéro de complément d'enquête avec quelques images un peu fortes. Voilà, les images que vous venez de voir sont issues d'un film coup de poing qui s'appelle Super Trash et qui va bientôt sortir sur nos écrans et qui dénonce à sa façon un gâchis incroyable et une pollution inacceptable. Alors comment gère-t-on nos déchets, cette avalanche de détritus qui arrive dans des centres de tri comme celui-ci? Quelle est la proportion de ce qui est recyclé? Pourquoi est-ce que la France est assez mauvaise dans ce domaine-là? Et vous verrez que, par exemple, aux États-Unis, à San Francisco, la ville s'est fixée pour objectif le zéro déchet à l'horizon 2020, c'est-à-dire demain. Là-bas habite une Française, vous la découvrirez, elle est étonnante puisque elle, son mari et ses deux enfants arrivent à ne produire sur une année entière qu'un petit bocal de déchets non recyclables. On parlera de tout ça avec Nicolas Hulot et on demandera aussi à la responsable de Veolia pour toute l'Europe à quoi servent les fameux TMB. Ce sont des équipements assez sophistiqués, des grandes usines qui sont censées faire le tri qu'on n'arrive pas à faire et surtout fabriquer du compost. Et vous verrez que ça fonctionne pas très bien. On commence par le film, ça s'appelle Super Trash. L'enquête est signée Nathalie Sapena, Raphaël Durosel et Vincent Gobert. Et si vous voulez bien sûr, sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, venir nous rejoindre, le mot-clé c'est d'enquête. Une avalanche d'ordures et d'images choc. Oh non. C'est un cercueil d'enfants, ça. Voici les premières minutes d'un film militant intitulé Super Trash. Son réalisateur, Martin Esposito, a passé 1 an et demi au cœur d'une décharge. « 18 mois dans le fracas des camions et la puanteur de nos poubelles. » C'est pas une légende. On jette vraiment tout ici. 18 mois à filmer les 1000 tonnes de déchets déversés quotidiennement sur cette colline à 6 km de la Côte d'Azur. Un film comme un cri d'alarme contre le gaspillage et ses ravages sur l'environnement. Le tournage du film s'est achevé il y a 4 ans. Mais Martin Esposito revient régulièrement aux abords de la décharge de la Glacière, près d'Antibes. À 34 ans, l'enfant du pays connaît par cœur le moindre chemin d'accès à cette colline. Le paradis de sa jeunesse, qu'il appelait le Petit Mexique, a été détruit par la décharge. Un arbre qui a plus de 100 ans, c'est pas censé mourir. Et pourquoi il est mort, à votre avis? À cause de la décharge, regarde, il n'y a que des arbres morts là. C'est un cimetière, quoi. Les décharges ont une durée de vie limitée. Celle-ci a fermé il y a 4 ans. Après 9 années d'exploitation, elle était arrivée à saturation. Mais les déchets sont toujours là, sous quelques centimètres de terre. 3 millions de tonnes qui continuent de se décomposer. Ça a changé? Depuis depuis le tournage, ouais, ça a complètement changé. Il n'y a plus de camions, il y a de la terre et il y a... Par contre, les déchets sont toujours là. Ouais. Ça n'a pas changé.
Au départ, il pensait ne filmer que quelques jours. Mais le spectacle le fascine et l'effraie tellement qu'il restera 1 an et demi. Je suis arrivé dans la décharge, je faisais que filmer les déchets. Et il y avait tout qui arrivait, je me prenais tout dans la tronche. C'était très important de se rapprocher au plus près. Par exemple, il y a quelque chose qui m'a énormément marqué, c'est ce gâchis, le gâchis de nourriture. Tous les fermiers, la belle route. Et pour montrer ce gâchis, c'était important pour moi de me nourrir dans la décharge de produits qui n'étaient pas périmés. Chouette de merguez. La date est encore bonne. Pendant plusieurs semaines, Martin s'installe dans une cabane à proximité de la décharge. Tel un Robinson des déchets, il campe avec ce qu'il a pu récupérer dans les ordures. Pourquoi une telle folie? Pourquoi choisir de chevaucher les détritus? A priori, rien ne destinait Martin à s'engager dans un tel combat. Dans une première vie, il était surfeur. Il était même l'un des meilleurs, un surdoué du windsurf, parti vivre à Hawaï à l'âge de 15 ans. Une passion née à 10 km de la décharge, dans le club de voile d'Antibes. Ça. Cette planche, elle était là quand j'ai commencé à faire du windsurf, elle était déjà là. Et puis un jour, un choc écologique. Le film d'Al Gore sur une planète à bout de souffle. C'est un film qui m'a fait réagir, qui m'a touché. Et c'est peut-être pour ça que j'ai voulu prendre ma caméra aussi et montrer qu'il y avait un problème avec les déchets dans l'endroit où j'ai passé beaucoup de temps, où j'ai grandi. Et l'air de rien, en suivant les traces des cinéastes militants, l'ancien surfeur est revenu de cette immersion avec des images hallucinantes, comme ces déchets interdits dans ce type de décharge. Ça, il faut pas le filmer, ça. Hein? Scène troublante, le déversement d'hydrocarbures et la présence de camions pétroliers. Martin Esposito a également filmé ce qui ressemble fort à des bouts d'épuration ou au contenu de fosses septiques. C'est de la merde. Plus grave, selon des employés, des fûts d'arsenic auraient été enfouis sur le site. C'est un cabinet extérieur qui a trouvé 3 fois la dose d'arsenic normale dans l'eau. Et ça vient d'où? Ça vient des fûts qui n'auraient pas dû être enterrés. Des décharges légales, il y en a 250 en France. À chaque fois, les riverains sont pris en otage. C'est ce qui s'est passé à Villeneuve-Loubet. Serge Jauvert habite ici depuis 30 ans. Un paisible paradis provençal où il a élevé ses enfants. Sauf qu'en l'an 2000, à 900 mètres de chez lui, a poussé une montagne de déchets de 50 mètres de hauteur. Je vais vous montrer la fameuse décharge de la Glacière. Vous voyez, elle est juste en face. Vous êtes aux premières loges là, hein? Tout à fait. On a été pendant 9 ans, là, ça a été vraiment une grande catastrophe. On ne pouvait pas étendre le linge, parce que le linge, quand on le récupérait, il sentait les ordures. L'été, c'était l'enfer, parce que impossible de garder les vitres ouvertes. Des fois, on n'était pas bien, quoi. On avait envie de vomir, des nausées. Moi, je connais des gens de l'association qui ont déménagé, qui ont quitté la région. Ils ne pouvaient plus vivre. C'était impossible de vivre à Villeneuve-Loubet. Serge Jauvert, lui, est resté. Il a créé une association de riverains et s'est battu sans répit contre la décharge. Invité de ce journal Martin Esposito, le réalisateur azuréen a passé 1 an et demi... Aujourd'hui, Serge est scandalisé par ce que le film révèle au grand jour. Le film Super Trash présenté ce soir en avant-première. Jamais on pouvait penser que de telles choses, de tels actes se passaient. Si ces images sont exactes, l'exploitant, c'est un criminel. Mettre des fûts d'arsenic, c'est criminel. Aller vidanger des camions fosses septiques, c'est carrément, c'est ce qui sort des fosses septiques, donc c'est de la merde, quoi, excusez-moi l'expression. C'est strictement interdit de mettre ça dans des casiers de déchets.
Les hydrocarbures, c'est pareil. Donc tout ça, c'est incroyable. Le réacteur est puis sorti en sac en attendant encore un petit peu. C'est le 9 Mais il est quasi impossible d'empêcher l'implantation d'une décharge. Pour la glacière, même le propriétaire du terrain n'a pas eu voix au chapitre. Bienvenue chez le marquis de Panis-Passy. Complément d'enquête, France 2. Bienvenue, Jacques de Panis. Venez, on y va. Donc ça, c'est votre forteresse familiale. Exactement. Cet héritier d'une longue lignée d'aristocrates possède la forteresse de Villeneuve-Loubet et les 800 hectares qui l'entourent. Donc là, vous voyez la glacière. Et ça vous permet de constater qu'effectivement, comme tous les Villeneuvois, nous étions aux premières loges. Le marquis n'a pas eu le choix. C'est l'État qui a décidé d'implanter la décharge sur ses terres. Une nuisance, néanmoins compensée par le montant des loyers. Nous, on nous a mis un marché en main, à savoir, soit vous traitez avec Veolia, soit on vous exproprie et vous aurez aussi les nuisances. À partir du moment où on était dans l'obligation d'accueillir la décharge, j'ai trouvé qu'il était normal que l'on bénéficie des tarifs pratiqués dans le milieu industriel, dans des conditions normales. Donc vous avez touché quoi environ Des sommes suffisantes et on effectivement parle de 10 importantes. millions d'euros. C'est peut-être pas aussi important que 10 millions d'euros, mais effectivement, c'est en millions d'euros. Aujourd'hui, plus aucun déchet ne rentre sur la décharge. Mais à la mairie, le dossier de la glacière n'est pas classé pour autant. Après la qualité de l'air, c'est celle de l'eau qui préoccupe le maire. Car la décharge a été installée juste au-dessus d'une réserve d'eau vitale pour la région. Le territoire de Villeneuve-Loubet, la décharge de la glacière, et là vous avez ici le fleuve Loup, et ce fleuve Loup alimente la totalité de la ville de Villeneuve-Loubet en eau potable, et 60% de la ville de Cagnes-sur-Mer, qui représente quand même 50 000 habitants. C'est pour vous dire les risques qu'on a fait prendre dans un cadre qualifié par les services de l'État d'intérêt général. Voilà, je vous en prie. Une aberration pour la municipalité, qui a multiplié dès le premier jour les recours devant les tribunaux. 700 000 € de frais d'avocat dépensés en pure perte. Jamais la commune n'a obtenu gain de cause. Et le combat continue, car selon le maire, le danger est toujours présent. Les membranes censées maintenir les déchets dans un casier étanche risquent de fuir. On est dans une région à forte différence de température, on passe du chaud au froid, les terrains bougent énormément, je n'imagine pas un instant que ces protections un jour vont pas éclater. Et donc le risque que nous prenons, c'est qu'à partir de ce moment-là, tout ce qui est à l'intérieur commence à s'infiltrer et à toucher nos nappes phréatiques. À en croire Veolia, qui assure la post-exploitation du site de Villeneuve-Loubet, il n'y a pourtant rien à craindre. Sûr de son fait, l'entreprise organise même des visites guidées du site. On plante des essences d'arbres, donc dans 10 ans, vous ne verrez pas la différence entre ce que vous voyez ici et ce que vous avez ici. Ce jour-là, la visite est bien encadrée. Le directeur régional de Veolia, Joël Gentil, est épaulé par 2 responsables de la communication venus exprès de Paris. Il nous emmène vers la géomembrane qui enferme les déchets de façon hermétique. C'est extrêmement étanche et rigide et ça permet, comme je le disais, l'étanchéité du site. L'étanchéité est indispensable car pendant 30 ans, les déchets vont continuer à fermenter, générant du gaz et des jus de décharge, les lixiviates, récupérés dans ces bassins. Des concentrés de polluants que l'exploitant est obligé de retraiter. Ici, tout serait fait dans le respect de la loi et Veolia réfute toutes les critiques de Martin Esposito. On a ici un site qui a été autorisé, qui est contrôlé en permanence et les contrôles montrent en permanence que tout est fait dans les règles de l'art et des règles environnementales. Est-ce qu'il y a eu des hydrocarbures sur ce site? Non. Le site n'est pas autorisé pour les hydrocarbures. C'est une installation de stockage de déchets non dangereux, donc il n'y a pas d'hydrocarbures. Il y a eu des fosses septiques sur ce site? Non. Comme dit le film? Non. Des fûts d'arsenic? Non plus. Là, apparemment, dans le film, on entend des employés de Veolia qui disent qu'ils ont enterré eux-mêmes des fûts d'arsenic. S'il y avait eu des fûts d'arsenic, encore une fois, ce que je dis, c'est pas important. De même que ce que dit X, Y ou Z, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le résultat des analyses.
Et les analyses n'ont effectivement jamais permis de conclure avec certitude à la présence d'arsenic. Quant aux camions pétroliers et au rejet de boues d'épuration, selon Veolia, ces images auraient pu être tournées ailleurs, ce que conteste formellement l'auteur du documentaire. Reste une question. Où vont depuis 4 ans les poubelles de Cannes et d'une partie des Alpes-Maritimes qui étaient déversées à la glacière? La réponse laisse songeur, car loin d'avoir réglé le problème, on l'a tout simplement déplacé. Comme par le passé, les ordures sont collectées et compactées au centre des déchets de Cannes. Mais ensuite, elles font désormais chaque jour un étonnant périple en camion. Nous avons suivi l'un d'entre eux. Une fois passé le massif de l'Estérel, Saint-Tropez, voici Marseille après 2 heures de route. Le camion traverse alors les quartiers nord et arrive enfin à la décharge de Septême-les-Vallons. Il a parcouru 180 km. Une solution absurde, polluante et coûteuse, 3 millions d'euros supplémentaires par an pour les contribuables de Cannes. Résultat, en lisière du massif de l'Étoile, le poumon vert de Marseille, l'une des plus grandes décharges de France accueille encore plus de déchets. Initialement prévue en 2016, sa fermeture a été repoussée à 2022. Retour dans les Alpes-Maritimes. Ce soir, c'est l'épreuve du feu pour Martin Esposito. Son film est projeté pour la première fois dans un cinéma de Nice. C'est beau, personne tourne la tête. Personne. Et tout ira bien. Malgré le tout petit budget, le bouche à oreille a fonctionné. La salle est pleine. Dans le public, des habitants de Villeneuve-Loubet, des militants comme Serge Jauvert, l'opposant à la décharge, et discrètement installés au 10e rang, 2 salariés de Veolia venus prendre la température de la salle. Est-ce que vous êtes prêts? Bonne projection, bon film. Merci. Bienvenue en enfer. Ce film hors norme sort dans 3 semaines. Personne ne sait s'il trouvera son public, mais ce jour-là, devant 200 spectateurs presque tous acquis à la cause, le succès était garanti. Le gigantisme de la décharge vaut tous les mots et tous les petits prospectus qu'on peut distribuer dans les classes en sensibilisant la jeunesse. Je crois qu'on est tous concernés. Si on continue comme ça, c'est des vagues de merde qu'on va finir par surfer. Il y a des endroits comme en Autriche, en Allemagne, où ça fonctionne, où les décharges n'existent pas apparemment. La question que je vous pose et que je me pose, c'est pourquoi aujourd'hui, il y a encore des décharges en France. Après l'enfer de la décharge, l'écolo-surfeur envisage maintenant de faire un tour du monde des déchets, histoire d'aller voir ailleurs si l'air est plus respirable. Voilà pour cette enquête de Nathalie Sapena et Raphaël Durosel. Et on est ici, bien sûr, dans ce centre de tri qui appartient au syndicat intercommunal de Rungis. Avec vous, Nicolas Garnier, vous êtes le délégué général d'Amor. C'est une association en fait qui regroupe quoi, toutes les collectivités locales et qui gère les déchets. C'est exactement ça, qui collecte et qui traite les déchets. Un mot quand même sur ce reportage, c'est quand même assez étonnant. Il est étonnant d'abord parce qu'on se dit c'est aberrant de voir que les déchets, on les prend dans la région de Cannes, on les emmène dans une décharge à Marseille. Ça fait des centaines de kilomètres de camions pour rien. Et puis il est inquiétant quand on voit que des produits pétroliers, des fosses septiques, etc. se déversent dans cette décharge. Donc qu'est-ce que vous dites quand vous voyez tout ça, vous? Bon, d'abord, il faut rester prudent sur les images qu'on voit. C'est un document militant plus qu'un reportage d'investigation. Cela dit, il interpelle. Aujourd'hui, la difficulté qu'on a et que montre très bien ce document, c'est qu'on a une grande difficulté à installer des nouveaux équipements modernes dans ce pays en matière de gestion de déchets. Quelque part, ça illustre bien notre schizophrénie, c'est-à-dire d'un côté, on veut avoir nos habitudes de consommation, rentrer dans notre supermarché et acheter ce qu'on veut, mais de l'autre, on refuse de voir que l'on produit énormément de déchets, jusqu'à 600 kg par habitant et par an. Donc on ne veut pas les structures de traitement en aval. Il y a une vraie difficulté d'acceptation de ces installations. Cannes essaye de faire un centre de traitement des déchets depuis plus de 10 ans et n'arrive pas à trouver un lieu, un équipement. Donc c'est un vrai courage quand on est élu en charge des déchets en France et qu'on cherche à traiter correctement les déchets. Parce que les gens n'en veulent pas. Bon.
Alors on va redonner quelques chiffres justement sur ce que sont les décharges en France, puisque vous dites qu'on a du mal, visiblement, il en manquerait. Alors, vous allez me dire combien? Il y a actuellement en France 250 décharges contre environ 500 il y a 20 ans. 127 incinérateurs contre à peu près 300 il y a 20 ans. Il faut savoir que chaque Français produit 354 kg de déchets par an et que sur ces 354 kg, 34% sont recyclés ou compostés. Il en manque des décharges, il en manque des incinérateurs en France? On est relativement sous-équipé aujourd'hui. Certains territoires sont bien équipés, d'autres manquent d'installations et ça explique aussi ces transports de déchets. Parce que la décharge, parce que l'incinérateur, on les veut, mais pas chez soi. Exactement. Aujourd'hui, une usine d'incinération avec valorisation énergétique, on a tendance à l'oublier, hein. La production d'énergie avec nos déchets, c'est l'équivalent de 3500 éoliennes, une tranche nucléaire. 2 millions de personnes sont chauffées avec nos déchets. Nos déchets, on les brûle, ça fait du chauffage urbain. Absolument. On l'oublie effectivement. Ce que l'on croit partout, c'est qu'on pourrait aller vers le zéro déchet. On pourrait croire que tout se recycle. En réalité, dans notre poubelle, un tiers des déchets se recyclent, un tiers c'est de la matière organique avec des vraies difficultés à séparer la matière organique, on y reviendra peut-être tout à l'heure, et puis un tiers ne se recycle pas. On va prendre les emballages, hein, on est dans un centre de tri des emballages. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en matière d'emballage plastique, dans ce pays, seules les bouteilles se recyclent. Aucun des autres emballages en plastique ne se recycle dans ce pays. Tout ce qui est plastique, je le jette? Je le jette. Ce que l'on demande depuis plusieurs années, c'est prévu par la loi Grenelle et ça vient d'être reporté de 2 ans, c'est un sigle sur le produit que vous consommez pour savoir s'il se recycle ou pas. Et je rappelle que le petit sigle... le point vert ne veut surtout pas dire que ça recycle. Avec Le point vert veut dire que j'ai payé pour le recyclage. D'ailleurs, vous avez ce point vert sur un certain nombre d'emballages qui ne se recyclent pas. Un blister, un pot de yaourt, un film plastique, tout ça ne se recycle pas. Devant ma poubelle, qui me laisse souvent sceptique, je fais quoi? La bouteille de plastique, je la mets recyclée. Tout le reste, c'est poubelle. Et dans le recyclage, il y a les cartons, les papiers, l'acier, l'aluminium, le verre qui est à part souvent avec un apport volontaire, tout ça se recycle. Bon. Mais dans le plastique, la seule chose qui se recycle aujourd'hui, et nous espérons demain que tout se recyclera, c'est les bouteilles de plastique. Nous, on est à, je disais, 34, vous dites quasiment 40% de recyclage ou de compostage. Oui. C'est pas beaucoup en Europe. Il y a beaucoup de pays européens qui font mieux. L'Allemagne, les pays du Nord font mieux. Est-ce qu'on peut aller vers le zéro déchet, le total recyclable? Non, justement, je crois qu'il faut se battre contre cette illusion. On aimerait tous qu'il y ait zéro déchet. Mais la réalité, quand vous rentrez dans votre supermarché, je redis, on prend la vie de tous les jours. Une partie des emballages ne se recycle pas. Vous avez des loisirs, probablement vos équipements de sport ne se recyclent pas. Vos équipements de loisirs ne se recyclent pas. Vous bricolez peut-être. Vos matériels de bricolage ne se recyclent pas. Donc nous, ce que l'on demande, c'est effectivement que la responsabilité soit davantage sur l'amont de la chaîne. C'est-à-dire qu'on a tendance à pointer du doigt le symptôme qui est la création de décharges. Moins de choses non recyclables, moins d'emballages qui ne servent à rien, etc. Le vrai pour pas encombrer nos poubelles. L'enjeu de la gestion des déchets, c'est le moment de la consommation et de la mise sur le marché. C'est au moment où vous achetez un produit que la question que nous invitons à poser, c'est est-ce que je suis en train d'acheter un produit qui se recycle? Est-ce que je suis en train d'acheter un produit jetable? Et l'enjeu de la conférence environnementale qui démarre demain, c'est de savoir si finalement on continue à taper sur le bout de la chaîne de manière un peu schizophrène en disant je ne veux pas savoir comment ça s'est passé. Si on responsabilise les industriels, les consommateurs pour éviter effectivement d'aller acheter des produits qui ne sont pas recyclables. Il faut une information très claire. Il faut sur le produit, je me recycle ou je ne me recycle pas. Et il faut que les metteurs sur le marché interviennent pour que leurs produits se recyclent, voire mieux, utilisent des matériaux recyclés. Ça serait quand même la boucle bouclée. Merci Nicolas Garnier. Alors on va s'intéresser toujours à nos poubelles, on ne les regarde pas trop souvent, mais là on les regarde de près. Et on va voir que le zéro déchet est quand même un objectif qui est fixé par exemple à San Francisco. Vous dites que c'est un peu utopique, mais vous allez voir ce reportage, c'est quand même assez étonnant, de Zoé de Bussière, Annie Triboire et Mickaël Bosso. Il y a par exemple là-bas une femme qui avec son mari et ses enfants arrive à ne laisser derrière elle, si je puis dire, en déchets ultimes non recyclables, qu'un petit bocal comme ça par an. Comme quoi, il y a des choses qui sont possibles. Dans les rues de San Francisco, au petit matin, se joue un étrange ballet. Autour des poubelles, des sans-abri s'affairent. Au pied de Bernal Hill, Robert a ses habitudes. Chaque jour, le même parcours, à la recherche de précieux déchets. Qu'est-ce que vous cherchez là-dedans? On peut à peu près tout prendre pour le recycler. L'aluminium, c'est le plus rentable, 1,76 $ la livre. Le plastique transparent, c'est 1,07 $. Et ce type de plastique rigide, c'est seulement 30 centimes.
On dirait que celles-là ont déjà été faites. On va aller voir ailleurs. Depuis quelques mois, Robert ne trouve plus de travail à la journée sur les chantiers. Alors c'est comme ça qu'il survit. Son circuit, les poubelles d'un club de sport, de 2 stations-service et celles d'un hôpital. De quoi se payer 2 repas par jour et même son loyer. Un sac comme celui-ci, bien plein, ça représente environ 10 $. Et je peux en remplir 4 ou 5 en une seule journée. 40 $ pour une journée, le salaire minimum aux États-Unis. Pour transformer ces canettes vides en dollars, il lui suffit de se rendre dans ce centre de recyclage. Chaque jour, des centaines de sans-abri, mais aussi des travailleurs, viennent y déverser leur butin. Verre, plastique ou aluminium, les prix sont indexés sur le cours des matières premières. Number 1 plastic. Vous me donnez le reçu, s'il vous plaît? Voilà, regardez. Plastique, métal, tout est inscrit par catégorie. Comme prévu, Robert a gagné un peu plus de 10 $ avec son sac. Lorsqu'il a ouvert ce centre en 2010, Hassan, le gérant, n'avait que 2 employés. Aujourd'hui, ils sont une trentaine et reçoivent chaque jour plus de 600 clients. C'est devenu une grosse activité et ça ne fait qu'augmenter. Ce n'est pas prêt de s'arrêter car tout est tourné vers le recyclage maintenant à San Francisco. Les gens trient de plus en plus et il y a même des gens qui viennent en famille. En quelques années, les centres de recyclage se sont multipliés à San Francisco, au point de faire de la ville une exception au sein du 2e pays le plus pollueur de la planète. Les États-Unis sont depuis longtemps les champions du gâchis, le temple de la surconsommation. Un Américain produit 700 kilos de déchets par an, c'est 2 fois plus qu'un Français. Au milieu de cet océan d'ordures, San Francisco apparaît comme une lueur d'espoir, un îlot vert, avec son million d'habitants, ses dizaines de milliers de vélos et de voitures hybrides. Et sans aucun sac plastique, ils ont été interdits dans les supermarchés. Certains, comme Bea Johnson, vont encore plus loin. Cette Française mène une vie zéro déchet et fait la chasse aux emballages. La ville détient un record, 80% de ses détritus sont recyclés. Un chiffre qui fait rougir le reste du pays. La clé de voûte de ce système est une entreprise qui gère tous les déchets de San Francisco, Recology. Devant chaque maison, 3 poubelles, une verte pour le compost, les déchets organiques, une bleue pour ceux qui se recyclent, une noire pour le non recyclable. Carlos, lui, ne s'occupe que des vertes. Chaque matin, il en ramasse plus de 1000. Depuis 8 ans qu'il travaille pour Recology, les trottoirs ont bien changé. Quand j'ai commencé, ces poubelles vertes pour le compost n'étaient pas obligatoires. Maintenant, tout le monde en a une. Et il y en a une devant chaque maison. Et ça a tout changé. Un tri sélectif que la plupart des habitants respectent à la lettre. Car plus ils recyclent, moins ils paient pour leurs déchets. Ce système a un nom, payez ce que vous jetez. Mais parfois, Carlos tombe sur des résidents indisciplinés. Il y a quelque temps, j'ai trouvé un sac plastique dans cette poubelle verte. J'ai écrit « pas de plastique ». Et là, ils en ont remis 2. Ils ne comprennent pas? Exactement. Soit ils ne comprennent pas, soit ils s'en moquent. Vous n'allez pas la ramasser alors? Non, je ne la prends pas. Et je vais signaler leur adresse à ma société. Parce qu'ils n'ont pas respecté la règle plusieurs fois de suite, ces habitants recevront une amende de 25 $. Pour les 2 autres poubelles, il faut attendre le camion de Hart. Ce camion est divisé en 2. D'un côté, ce qui finira à la décharge, et de l'autre, ce qui sera recyclé. Le recyclage aura lieu quelques kilomètres plus loin, près du port de commerce, dans cet immense entrepôt. Chaque jour, 600 tonnes de déchets sont traités ici. Le contenu des poubelles bleues de toute la ville. Le recyclage, c'est une vieille histoire à San Francisco.
Une tradition qui a débarqué sur les quais de la ville à la fin du 19e